Sauteur. Je vais voir si je vais laver mon sol. Non, les pauvres familles. Bonjour à tous, je laisse la parole à notre doyen adjoint, professeur Dominique Dorion. Bon après-midi tout le monde. 30 secondes seulement pour vous souhaiter la bienvenue à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Je veux vous dire surtout que je suis très fier des étudiants qui ont organisé la réunion de cet après-midi. C'est leur travail en entier que vous verrez devant vos yeux dans la prochaine heure. Le seul rôle, c'était de dire oui quand ils ont demandé de réserver le local ici. Quand on demande aux médecins, aux jeunes médecins, aux futurs médecins de s'engager, de s'enraciner dans leur communauté, de devenir des leaders, je pense que la Corde de Sherbrooke a bien compris le message. Merci à vous tous d'être ici, merci aux étudiants d'avoir organisé ça. Merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation et de passer la fin de journée avec nous autres. Bon après-midi. Bienvenue au débat politique en santé. Je m'appelle Julien Dallaire, je suis président de la GEMUS. Je suis content de voir qu'il y a autant de monde aujourd'hui, qu'on ait réussi à susciter l'intérêt des étudiants avec l'événement. Merci d'être là en grand nombre. Notre but premier en organisant l'événement, c'est d'intéresser les étudiants de la faculté à la politique québécoise. Les sujets qui vont être débattus ce soir, ça dépasse de loin les simples intérêts étudiants. C'est une occasion pour tous nos membres, tous les membres des associations de la faculté, de se familiariser avec les enjeux nationaux en santé, un domaine où plusieurs d'entre vous vont jouer un rôle de leader un jour. Notre initiative aussi, ça vise, à l'instar des fédérations étudiantes dont on est membre, à faire sortir le vote des étudiants, le vote des 18-30 ans qui est trop peu représenté dans les dernières années. On espère que le recrutement, l'invitation de candidats de renom va avoir piqué votre curiosité et que vous allez sortir d'ici avec une meilleure idée de ce que chacun des partis politiques a à proposer pour résoudre les problématiques du système de santé actuel. Je voudrais, avant de commencer, remercier l'exécutif de la GEMUS pour l'organisation du débat et la GESIUS et la GER pour leur contribution. Une mention spéciale pour Éric Guimond et Léo-Jean Perrin pour leur implication particulière, leurs efforts pour faire de cette journée un succès. Suite au débat, je vous invite à rester pour le cocktail qui sera servi à la sortie de l'amphithéâtre, au 6e étage, où vous pourrez échanger entre vous et avec les candidats qui souhaiteront rester. Je vous laisse entre les mains de Pierre-Luc Turcotte qui va faire la présentation des candidats. Bon débat. Alors, sans plus tarder, on va procéder à la présentation des candidats. Il est candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Lapinière. Il a été président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il est également médecin radiologiste, Dr Guetta Barrette. Il est candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Lévis. Il est président de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec, président du Centre de coopération internationale et de développement en santé et médecin conseil à la direction de santé publique de Chaudière-Appalaches, de même que professeur à l'École de médecine préventive et sociale de l'Université Laval, Dr Yves Bonnier-Vigé. Il est candidat du Parti québécois dans la circonscription de Saint-François. Il est fondateur du Centre de recherche sur le vieillissement, du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Il a été doyen de la Faculté de médecine et sciences de la santé. Il est également ministre responsable de l'Estrie, ministre responsable des aînés et ministre de la Santé et des services sociaux, Dr Régent Hébert. La dernière
et non la moindre, elle est candidate d'Option nationale dans la circonscription de Beauce-Sud. Elle est présidente de la commission santé du parti. Elle a une formation de maîtrise en physiothérapie et physiothérapeute au C3S Beauce. Madame Vanessa Roy. Et donc, finalement, pour animer ce débat, il est politicologue chargé de cours à forfait professionnel de recherche au département de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, le professeur Emmanuel Choquette. Bon débat. Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt bonjour, candidates, candidats. Donc, à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce débat. Je vous avouerai bien franchement que quand je vois autant de monde, autant de personnes, et en particulier de jeunes personnes présentes dans des débats politiques, je me dis qu'il y a beaucoup plus d'espoir que l'on ne pense. Alors, bravo. Écoutez, sans plus tarder, je vais vous expliquer sommairement les règlements. Dans le fond, le débat va fonctionner de façon particulièrement simple. Il y aura tout d'abord, il y aura 3 questions qui seront posées. Pour chacune des questions, les candidats disposeront de 2 minutes pour répondre à chaque question. Au terme de chacune de leurs réponses, on lancera bien sûr le débat toujours sur cette question-là et il y aura un débat de 4 minutes sur cette question précise. Au terme, bien sûr, de ce débat, il y aura 2 minutes sera accordée à chacun des candidats et à la candidate pour conclure. Et au terme de ce débat, il y aura aussi une période de questions d'une dizaine de minutes pour les gens de la salle. Je vous aviserai aussi, bien sûr, que au terme de la première question, au terme de la deuxième aussi, au terme de la troisième, il y aura un débat de 4 minutes. Et il y aura aussi une question de relance, de relancer justement les échanges, et qui durera 5 minutes. À la fin à 30 secondes de la fin de vos interventions et des débats, je vous dirai de vive voix qu'il vous reste 30 secondes. Alors, ce n'est pas dans le but de vous couper la parole ou de paraître impoli, c'est pour vous permettre, bien sûr, de bien conclure. Je vous demanderai aussi, bien sûr, de rester calme. Vous savez, les débats politiques sont toujours extrêmement enflammés, parfois. Et je vous demanderai bien sûr de garder le plus possible vos réactions pour la toute fin du débat, pour permettre à la candidate et aux candidats d'exprimer clairement les idées, pour nous permettre aussi bien sûr de bien comprendre ce qu'ils ont à dire. Alors, sans plus tarder, je vous avise en terminant que le déroulement des échanges, l'ordre, a été effectué par tirage au sort juste avant le débat. Donc, pour répondre à la première question, dans l'ordre, nous entendrons Mme Vanessa Roy, Dr Gaétan Barrette, Dr Yves Bonnier et Dr Régent Hébert. La première question va comme suit sur le thème de l'accès aux soins. Avec les temps d'attente qui augmentent, autant en première qu'en deuxième ligne, plusieurs personnes se tournent vers le privé pour répondre à leurs besoins. Pensez-vous que le recours au système privé est une option envisageable pour réduire les temps d'attente? Sinon, quelle mesure doit être privilégiée pour faciliter l'accès aux soins? Donc, 2 minutes pour répondre à cette question. Madame Roy, la parole est à vous. OK. Là, ça devrait mieux aller. Excellent, merci. Donc, à Option nationale, la réponse à cette question-là est très claire. Non, on ne doit pas miser sur le privé pour améliorer l'accès aux soins. Au contraire, on veut réaffirmer que le système de la santé doit rester absolument public. On doit réaffirmer cela et circonscrire la participation du privé en santé. Ça, c'est ce qu'on propose. Parce que ça a été prouvé que quand on mise sur le privé en santé, c'est dans quels intérêts?
c'est certainement pas les intérêts d'améliorer l'accès, c'est certainement pas les intérêts de répondre aux besoins du client, parce que ça a été prouvé que plus on mise sur le privé, plus que ça fait en sorte qu'on mise sur la multiplication d'actes, ça fait qu'on travaille beaucoup plus sur le court terme et beaucoup moins à long terme pour offrir des soins et des services aux patients selon les besoins qu'ils demandent. C'est pas un système qui a fait ses preuves en Europe, pas du tout, au contraire. Même la Grande-Bretagne est en train de se revirer de bord et de revenir comme avant et de moins miser sur le privé. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer l'accès aux soins? À Option nationale, on est convaincu que ça passe par une première ligne qui est forte. Puis une première ligne qui est forte, c'est pas la première fois que vous entendez ça, c'est clair. C'est quoi une première ligne forte? C'est de miser sur nos CLSC qui existent déjà, qui sont déjà là, qui contiennent déjà une équipe interdisciplinaire, qui travaille déjà en équipe, qui est très forte. Il manque quelques éléments à cette structure-là qui existe déjà pour faire en sorte qu'on puisse donner des bons soins à la population. C'est vraiment là-dessus qu'on veut miser à Option nationale pour favoriser l'accès aux soins. Merci beaucoup, Mme Roy. Monsieur Gaétan Barrette? Bon, alors bonsoir bonsoir à tout le monde. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être réaliser un certain nombre de choses. Vous êtes nombreux ici aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement libéral qui a décidé d'augmenter les entrées en médecine pour vous permettre d'être aussi nombreux aujourd'hui. Et un jour, sortir des facultés de médecine et donner des services à la population. Alors, donner des services à la population, c'est quelque chose de particulier, en ce sens qu'il y a toujours une balance à faire entre ce qu'on peut offrir et ce qu'on ne peut pas offrir. Et le privé existe d'abord et avant tout parce que le public n'arrive pas à donner des services. Ceci étant dit, le prochain gouvernement qui sera élu va faire face à une population qui ne tolérera plus de ne pas avoir accès à la première ligne. Et pour y avoir accès, bien, nous, on a un programme qui fait en sorte que les médecins de famille auront les moyens de pouvoir produire, travailler de différentes manières. Et c'est pour cette raison-là que nous, on met en place nos fameuses super cliniques qui visent à faire en sorte que, dans leur heure étendue supplémentaire et l'accès complet à la gamme de services médicaux pour les problèmes de santé qui ne nécessitent pas d'aller à l'urgence, bien, la population sera servie. Nos super cliniques, essentiellement, ce sont un miroir de l'urgence. 80% des choses qui sont vues à l'urgence doivent être vues en clinique. Les médecins de famille et les spécialistes qui sont à l'extérieur de l'hôpital doivent avoir accès à l'extérieur de l'hôpital à tout le plateau technique, le fameux plateau technique. C'est quoi? Laboratoire, imagerie médicale, et c'est la raison pour laquelle nous allons payer, donner l'accès gratuit à tout le monde à l'imagerie médicale. Évidemment, ces super cliniques-là, c'est un travail multidisciplinaire, d'où la nécessité de former des super infirmières, pas simplement pour les super cliniques, mais aussi pour ailleurs dans le réseau. Et tout ça est englobé dans une question fondamentale qui ne se débat pas en 2 minutes, qui est le financement à l'activité. Le financement à l'activité qui va devenir dans le futur la pierre angulaire d'un système public qui va être pérenne. Sinon, ce sera le problème. Merci. Merci beaucoup, M. Barrette. M. Bonnier, la parole est à vous. Oui, bonjour. Alors, il faut d'abord rappeler que quand on parle de problème d'accessibilité, les gens qui ont déjà eu accès au système, qui sont déjà dans la machine, au système, sont extrêmement satisfaits des soins qu'ils reçoivent et de la qualité et de la célérité aussi avec lesquels on les traite. Le problème est donc en amont, en aval. Et on entend souvent parler de la nécessité d'avoir un médecin de famille pour chaque personne. Est-ce que c'est vraiment le problème? Le Québec a beaucoup innové, justement, c'était peut-être à l'époque un parti libéral qui était différent, en créant les CLSC. Un réseau de cliniques qui donnent des services de santé et des services sociaux intégrés dans l'ensemble du Québec. Mais peu à peu, on les a laissés péricliter, on ne leur a pas donné les ressources pour vraiment jouer leur rôle et être capable de répondre aux besoins de la population. Entre-temps, sont venus les GMF. Ce que Québec solidaire propose, fondamentalement, c'est de donner aux CLSC les ressources pour qu'ils puissent donner un service optimal, tout en ne négligeant pas les nouvelles structures qui sont nées, qui sont les groupes de médecine familiale. Je ne vois pas la nécessité de créer d'autres structures à ce moment-ci.
la porte d'entrée du système, si je disais, comme je le disais, n'est pas nécessairement un médecin. Ça pourrait très bien être une infirmière, ça pourrait très bien être un travailleur social, dépendant de la problématique qui est en place. Pour ce qui est du privé, ben, il faut se rappeler deux choses. Ce qui est fondamental dans notre société, c'est que tout le monde ait accès aux soins gratuitement et immédiatement. Donc, c'est le financement privé qui est fondamental. Dans notre système public, on a déjà des prestataires privés et parfois, un prestataire privé peut donner des soins qui sont aussi adéquats qu'un prestataire public, bien qu'on s'aperçoit de plus en plus, quand on regarde, que le public est plus efficient. Merci, M. Boilly. M. Hébert? Ben, pour répondre à la question, je pense qu'on a un système public et ce système public-là fait en sorte que c'est la priorité clinique qui prévaut. C'est pas, en d'autres termes, la carte de crédit qui prévaut, mais la carte d'assurance maladie. Et ça, il faut que ça demeure dans notre système. Mais si on veut être capable de bien répondre aux besoins de la population, il faut renforcer le système public. Il faut renforcer surtout l'accès à la première ligne. Et la première ligne, c'est d'abord les groupes de médecins de famille qu'on doit compléter, qu'on doit mieux gérer pour qu'ils respectent leurs heures d'ouverture et qu'ils respectent leur cible d'inscription. C'est ce que nous avons fait au cours des 18 derniers mois. Et nous sommes passés de 60% des GMF qui respectaient leurs heures d'ouverture à 85% maintenant. La même chose pour les cibles d'inscription. Il faut donc compléter le réseau des GMF. Il faut que les GMF puissent atteindre leurs cibles. Il faut former plus de médecins de famille et on a ouvert des unités de médecine de famille et augmenté la capacité dans les unités de médecine de famille existantes pour qu'on puisse former 100 médecins de famille de plus par année. Et il faut aussi doter les groupes de médecins de famille de professionnels de la santé, de d'autres professionnels de la santé, soit en engageant directement des professionnels ou encore en délocalisant les professionnels qui travaillent actuellement dans les C3S et qui pourraient aller travailler dans les GMF avec les médecins dans une approche interdisciplinaire pour le suivi des maladies chroniques. C'est comme ça qu'on va pouvoir être en mesure de répondre aux besoins de la population, de faire en sorte que nos GMF sont là pour accueillir les patients et que chaque citoyen québécois ait accès à un médecin de famille. Merci beaucoup, M. Hébert. Toujours donc sur cette même question, nous allons donc débattre pendant 4 minutes et pour initier les échanges, c'est justement M. Hébert qui peut entreprendre le débat. Moi, je trouve que le Parti libéral nous sort les supercliniques. Les supercliniques, en fait, ça fait juste déplacer le problème des urgences vers ces supercliniques-là. Le problème fondamental, c'est le suivi des patients. C'est le suivi à long terme des patients avec des maladies chroniques. Donc, il faut absolument renforcer les GMF. Ces supercliniques-là vont faire en sorte que moins de médecins vont être disponibles en GMF pour être en mesure de faire le suivi des patients avec des maladies chroniques. On continue? On continue. Alors, évidemment, Dr. Hébert n'a pas compris le principe des supercliniques, qui sont en réalité des GMF plus performants. Alors, nous, nos supercliniques sont les GMF qui nous manquent au Québec, mais qui sont plus performants parce qu'il y aura là des médecins spécialistes, mais surtout parce qu'il y aura aussi le plateau technique. Alors, dans un GMF aujourd'hui, là, si vous voyez un patient qui vient vous voir avec une douleur au mollet, puis vous pensez qu'il y a une thrombophlébite, bien, vous l'envoyez malheureusement à l'hôpital pour avoir un Doppler, puis le patient revient dans le GMF avec un petit papier qui dit qu'il y a une phlébite ou non. Alors, monsieur, madame, tout le monde, là, qui va le samedi matin au hockey, puis le petit tombe à terre, puis il se casse 10 là que l'épaule, puis celui que l'épaule, bien, quand il va aller dans le GMF, on va l'envoyer à l'hôpital pour avoir une radiographie, puis la personne âgée qui tousse et qui crache, bien, elle n'aura pas de formule sanguine, on va l'envoyer à l'hôpital. Alors, à un moment donné, il manque un intermédiaire, et cet intermédiaire-là, ce sont les supercliniques. Et de cette façon-là, les gens pourront aller ailleurs qu'à l'urgence pour avoir accès aux soins de façon appropriée en temps opportun. Et il faut ça. Vous êtes ici des gens en médecine. Ça, c'est le genre de choses que normalement vous comprenez. Mais on est mieux de ménager des corridors pour avoir accès aux examens de laboratoire. Alors voilà. Alors ça signifie que si vous êtes ici dans la salle et vous avez des enfants, avec votre enfant qui a une otite, vous allez aller à la clinique, puis après à l'hôpital, puis vous allez revenir à la clinique. Monsieur Barret. Ah, je m'excuse, je n'avais pas entendu. C'est le feedback qui m'empêche d'en parler. Moi, j'aurais envie de demander, tant au PQ qu'au Parti libéral,
pourquoi est-ce qu'ils ne réinvestissent pas dans les CLSC? Qu'est-ce qu'il est? Une clinique spécialisée, qu'est-ce que ça a de différent des CLSC dans leur conception originale? Et pourquoi est-ce que, puisqu'on les a, même si les GMF c'est une bonne idée, on ne les remettra pas en question, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas justement davantage dans nos CLSC qui seront capables d'avoir justement ce plateau technique-là complet, y compris tous les aspects sociaux aussi? Monsieur Hébert. Pour la bonne raison que les médecins n'ont jamais investi les CLSC. Et la création des groupes de médecins de famille visait justement à pallier ça. Et moi, ce que je veux faire, c'est rapprocher les CLSC des groupes de médecins de famille et de faire en sorte que les professionnels des CLSC soient délocalisés avec les médecins de famille pour le suivi des maladies chroniques. On a d'ailleurs un bel exemple de ça en Beauce, là, où on a... Monsieur Bonnier, un instant, Monsieur Barrette, nous revenons à vous dans quelques instants. Madame Roy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je me questionne beaucoup à savoir c'est quoi la pertinence de délocaliser une équipe complète qui est déjà fonctionnelle en CLSC vers une GMF près du médecin, alors qu'on pourrait au contraire viser sur instaurer des incitatifs pour amener les médecins en CLSC. Je me questionne beaucoup là-dessus. Pourquoi déplacer une équipe au lieu d'une seule personne qu'on n'a pas encore réussi à amener dans le réseau, faute peut-être d'incitatifs? Je ne sais pas, j'aimerais d'ailleurs savoir, est-ce que vous avez une idée là-dessus de pourquoi les médecins n'ont pas intégré les CLSC? En 40 ans, ça n'a jamais réussi. Monsieur Barrette, vous en prie. Bon, alors, il vient de le dire, en 40 ans, ça n'a jamais fonctionné. Alors, pourquoi ne pas aller en CLSC? Parce que les CLSC, dans le contexte actuel de l'accessibilité aux soins de première ligne, c'est une utopie. Les CLSC ont migré vers une fonction de soins locaux, communautaires, soins à domicile, qui est très bien faite. Mais c'est vers ça qu'ils ont évolué. Si aujourd'hui, on veut les faire migrer vers du sans rendez-vous, vers de l'accès rapide dans 24 heures, avec un accès équivalent à ce qu'on a à l'urgence, bien, il faudrait y construire, y intégrer de nouveaux espaces, de nouveaux équipements, du nouveau personnel dans un environnement qui n'est pas fait pour ça et qui n'existe pas. Alors, tant qu'à avoir à dépenser des sous, dépensons-les efficacement, mettons-les dans un endroit qui sera fonctionnel et dédié vers l'accès de première ligne. Le débat est pour ainsi dire terminé. Quelque chose en terminant? Oui, mais Dr. Barrette, en fait, ces super cliniques-là vont permettre aux propriétaires de ces super cliniques-là de faire du profit et de nous faire payer 2-3 fois le coût des équipements puis le coût des espaces. Alors, on est beaucoup mieux d'investir dans notre réseau public. Alors, évidemment, Dr. Hébert n'a pas compris dans le programme la partie de financement de l'activité qui s'appelle le juste prix. Alors non, mais c'est important. Oui, non, j'en conviens, mais vous comprenez. Alors, on avait 4 minutes là-dessus. On va donc tout de suite passer à la question de relance. Et vous pourrez, à la limite, ajouter ce que vous trouvez très important, bien sûr. Et juste avant, on va faire quelques ajustements structuraux. Technique. Et techniques, oui, tout à fait. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle tous en même temps? Alors, pour l'instant, ça va? On fera des ajustements en cours de route, encore une fois. Alors donc, toujours un peu sur le même thème, mais je vous relance sur la question de l'admission en médecine. La quantité d'admission en médecine a doublé dans les dernières années. Or, il n'y a pas eu d'augmentation subséquente du nombre de places. Ainsi, dans plusieurs spécialités, les résidents finissants ne se trouvent pas d'emploi. C'est un problème? Qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais souligner que c'est révélateur, ce fait-là. En fait, ça fait 20 ans que l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il faut décentraliser des hôpitaux, il faut décentraliser de la vision strictement médicale. Il faut miser beaucoup plus sur l'approche communautaire près de la population qui est intégrée, qui est représentée par les CLSC. Donc, c'est révélateur que ces médecins spécialistes-là, en devenir, ne se trouvent pas de place. C'est parce que notre réseau de la santé a évolué en 40 ans. Désormais, il y a des professionnels de la santé, des ergos, des physios, des nutritionnistes qui ont une formation à la maîtrise, qui peuvent prendre de plus en plus de rôle dans le réseau de la santé pour justement enlever de la pression sur le réseau, rendre les soins plus accessibles. C'est ça qui est la question ici. On ne mise pas assez sur nos professionnels de la santé. Option nationale, on propose de revoir avec l'Office des professions à quel point on pourrait donner des responsabilités, des rôles à tous ces professionnels-là pour qu'ils agissent dans le cadre de leurs compétences. Puis peut-être qu'effectivement, il va falloir revoir les quotas en médecine pour qu'il y en ait plus qu'il y ait en médecine familiale, un peu moins en médecine spécialisée. Madame Roy, M. Bonnier d'abord, M. Barrette et après M. Hébert. D'abord, moi je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu erroné dans la question. Je ne pense pas qu'il y ait aucun résident qui ait terminé ses études et qui n'ait pas trouvé de place pour travailler au Québec.
c'est certain que dans certaines spécialités, on se sert un peu plus les coudes qu'ailleurs. Mais en général, et surtout dans la spécialité de médecine familiale, je pense que les besoins sont tellement grands que ce n'est pas le cas. Alors, moi, je pense que l'idée d'avoir des plans d'effectifs médicaux dans les différentes régions du Québec, c'est justement pour permettre qu'on puisse desservir les régions les moins bien desservies. Je pense que si on regarde les régions de la Témiscamingue, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, il y a des besoins qui sont desservis. C'est une pratique qui est vraiment formidable et intéressante à faire. Donc, des fois, c'est important d'avoir quelques incitatifs de ce genre-là. Mais encore là, je ne crois pas qu'il y ait personne qui soit au chômage parmi les spécialistes du Québec. M. Barrette. Je ne peux pas ne pas revenir sur le dernier commentaire du Dr Hébert qui vous a dit avec émotion, en montant le ton, que dans les cliniques conventionnées, parce que c'est le mot, on faisait des profits, comme il a dit. Alors, les super cliniques sont des cliniques qui sont des cliniques RAMQ, parce que si ce n'est pas ça, ça voudrait dire que le Dr Hébert considère qu'un GMF fait des profits indus. Or, ils sont payés par la RAMQ et conventionnés par la RAMQ et tout est déterminé par la négociation. À moins que lui ait raté ses négociations dans le passé, ce n'est pas parce qu'on est en cabinet qu'on fait des profits indus. D'ailleurs, on ne fait pas de profit en cabinet, on est payé par le juste prix qui est l'honoraire professionnel. Ceci étant dit, pour les effectifs médicaux. Les effectifs médicaux, ça a été mis en place par le gouvernement libéral en 2004 pour une raison simple. Il y avait des endroits où il y avait 0 médecin dans certaines spécialités et même en médecine de famille. Et c'était un problème qui était sérieux. Et quand on dit qu'il y a des gens qui ne se trouvent pas de place, attention. C'est une chose de ne pas se trouver une place où on veut, au centre-ville de Montréal, de Québec ou de Sherbrooke. C'est une autre chose de ne pas vouloir aller... Monsieur Hébert, je vous en prie, vous pouvez intervenir. Je ne veux pas couper la parole au Dr Barrette. Ça me fait tout drôle d'entendre Dr Barrette faire l'apologie des libéraux, lui qui les a décriés, les a traités d'incompétents, que ce soit Couillard ou Bolduc auparavant. Alors, et vous aussi, c'est un peu curieux. Alors oui, mais moi je suis cohérent avec mes convictions, Dr Barrette. Alors, et je vais refaire un petit peu l'histoire. Hein? Les coupures dans les facultés de médecine, c'est sous Robert Bourassa, Dr Barrette, et l'augmentation des étudiants en faculté de médecine, ça a commencé sous un gouvernement du Parti québécois, je regrette, mais c'est ça l'histoire. Et actuellement, on a effectivement sorti de la pénurie de spécialistes et il faut faire un rééquilibrage. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Avant, 45% des finissants se dirigeaient vers la médecine de famille, 55% vers la spécialité. À partir de cette année, ce sera 50-50 et dans 2 ans, ce sera 55% des finissants qui iront en médecine de famille parce que c'est là que sont les besoins de la société. C'est là qu'il faut produire davantage de médecins de famille pour être capable de donner accès à tous les citoyens à un médecin de famille. Et évidemment, les déficits zéro, c'était dans le gouvernement du Parti québécois, on s'en rappelle tous et toutes, peut-être nous autres. Nous atteignons toujours nos cibles budgétaires, Dr Barrette, ce que les libéraux n'ont jamais été capables de faire au cours des 10 dernières années. Nous, depuis 2 ans, on les attend. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, deuxième thème, le vieillissement de la population, incontournable effectivement. Vous le savez, le Québec connaît un vieillissement de la population, si bien qu'en 2031, près du quart des Québécois auront plus de 65 ans. À ce jour, 1100 lits sont occupés par des personnes âgées en perte d'autonomie, en attente d'une place dans un CHSLD. De plus, parmi celles qui vivaient à leur domicile, plusieurs reçoivent des soins en quantité insuffisante. Quelles mesures le ministère de la Santé et des Services sociaux devrait-il mettre en place pour pallier cette problématique? Vous avez encore une fois 2 minutes, donc, et dans l'ordre, Dr Bonnier, Dr Barrette, Mme Roy et Dr Hébert. Monsieur Bonnier, la parole est à vous. 2 minutes. D'abord, dans un premier temps, il faut bien se rappeler que bien que notre population vieillisse, elle vieillit de plus en plus en santé. Donc, s'il vous plaît, on ne s'entend pas en arrière. Je vais me rapprocher du micro. C'est-tu correct comme ça en arrière? Donc, il y a un problème. Comme ça, c'est mieux? Oui. OK. Alors, donc, premièrement, je rappelle que
personnes qui vieillissent actuellement, qui continuent à vieillir, sont de plus en plus en santé. C'est pas juste le problème du vieillissement n'est pas une catastrophe pour le système de santé. Il faut d'abord se rendre compte que notre vieillissement se fait de plus en plus en santé, ce qui est une excellente nouvelle. Ceci dit, effectivement, il y a actuellement des gens qui sont dans des lits hospitaliers qui devraient être dans des lits de soins de longue durée. Et c'est évident qu'il y a une meilleure planification à faire de ce côté-là. Par contre, les soins à domicile sont très peu développés actuellement dans l'ensemble du Québec. On y met certains efforts, mais honnêtement, pas suffisamment pour ce que ça pourrait être. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui pourraient être mis pour aider nos personnes vieillissantes à rester à domicile le plus longtemps possible et aider les personnes qui leur viennent en aide, les pères soignants, de pouvoir conserver leur santé tout en donnant ces services qu'ils donnent aux gens de leur famille. Donc, un investissement important dans les soins à domicile est nécessaire. 30 secondes. Dans 30 secondes. On a aussi des critères pour que la qualité des soins des établissements de soins de longue durée ou les qualités des hébergements pour les personnes âgées soient de qualité, mais ces critères-là, encore une fois, ne sont pas tout à fait respectés. Donc, augmenter les capacités de support aux établissements de personnes âgées pour assurer une excellente qualité est un autre avenue. Merci beaucoup. La parole est à vous, M. Barrette. Alors, c'est une problématique qui est vraiment complexe, et elle est complexe pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que le support aux personnes âgées pour le maintien à domicile demande des interventions qui viennent de plusieurs sources. C'est un problème de santé qui n'est réglable que partiellement par la médecine, mais beaucoup par le nursing, l'économie sociale, de la supervision médicale et un certain nombre de choses. Maintenant, vous avez dit d'entrée de jeu qu'au Québec, comme on se parle, il y a 1200 personnes qui attendent une vie en soins de longue durée. Bien, au Québec, sous le gouvernement du Parti québécois, on a diminué de façon substantielle le nombre de lits en CHSLD. Alors, à un moment donné, c'est sûr que si on diminue les lits et qu'il y en a dans les hôpitaux, bien, ils ne peuvent pas y aller. Alors, on vous dira que oui, c'est bien important de maintenir les gens en santé et les maintenir à domicile. Il ne reste pas moins que, comme le docteur René Vigier vient de vous dire, on vieillit en santé, mais le jour où on aura à aller en CHSLD, il va arriver quand même. Alors, au moment où on se parle, ce qui existe pour le maintien à domicile et s'occuper de ces gens-là ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le gouvernement actuel ne s'en occupe pas. Parlez à n'importe qui est en gériatrie, on vous dira de façon claire, nette et précise que les modèles qui sont en place et proposés par le Parti québécois, ce que le Parti québécois propose, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui ne fonctionne pas parce que pas assez de personnel, pas assez de formation, pas assez de suivi, pas assez d'investissement. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une campagne électorale où on propose l'utopie non finançable de l'assurance autonomie, problématique en soi, sans s'occuper de l'organisation réelle des soins. Donc, je peux vous dire une chose, là, dans bien des secteurs, c'est pas de médecins qu'on a besoin, ce sont d'infirmières, praticiennes spécialisées ou non, travailleurs sociaux, et ainsi de suite. Alors là, on est dans une dynamique ici d'utopisme, et on ne prend pas les bonnes décisions, et on nous annonce un rêve, qui est l'assurance autonomie, qui ne peut pas se faire sans une augmentation substantielle du financement et donc des impôts. Merci beaucoup, M. Barrette. Mme Roy. Merci. Nous, à Option nationale, on croit qu'il n'y a pas de solution miracle toute faite standardisée qu'on peut appliquer partout pour répondre à ce défi-là, parce que ce n'est pas vraiment une problématique, plus un défi qu'on va être très capable de réaliser avec nos structures en place. Option nationale ne propose pas de créer des structures, que ce soit des GMF qu'on veut grossir ou que ce soit des super cliniques. On veut miser sur ce qui est déjà là, mais pratiquer autrement, revoir notre organisation des soins, ça coûte bien moins cher de faire ça. Et les solutions actuellement, là, ils ne se trouvent pas à l'agence, ils ne se trouvent pas au ministère de la Santé. Qui connaît mieux les besoins des patients, à part les patients eux-mêmes? C'est les professionnels qui les côtoient. Puis c'est pas vrai que l'interdisciplinarité, c'est seulement les médecins et les infirmières. Il faut qu'on revoie cette façon de penser-là. Il y a une équipe interdisciplinaire, c'est aussi une physiothérapeute, une ergothérapeute, une nutritionniste, une travailleuse sociale. D'ailleurs, je souligne que c'est la semaine des travailleurs sociaux cette semaine. Je leur rends hommage. Ils font de l'énorme boulot sur le terrain. Chaque région a ses réalités propres différentes. Il faut qu'on instaure une culture de décentraliser les décisions parce que c'est le monde sur le terrain qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire selon les besoins, selon ce qu'ils savent, selon ce qu'ils ont étudié. Il
faut leur redonner les leviers, autant le budget que les décisions, pour qu'ils puissent eux-mêmes répondre à cette problématique-là, parce qu'ils sont là, les solutions. Ça fait 2 ans que je travaille dans le réseau, qu'on veut proposer des choses, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais les solutions arrivent tellement tout le temps d'en haut que finalement, on a les mains liées. Il faut revoir complètement notre façon de donner les soins. Merci beaucoup, Mme Roy. Monsieur Hébert? Pourquoi a-t-on des patients qui attendent dans les lits de soins de courte durée? Parce qu'il y a des listes d'attente pour les CHSLD. Pourquoi? Parce que le CHSLD, c'est la seule réponse lorsqu'une personne âgée est en perte d'autonomie et qu'elle n'a pas la chance d'avoir un proche aidant, le plus souvent une proche aidante, qui va s'épuiser à lui donner des services parce qu'il n'y a pas suffisamment de soins à domicile. C'est ça qu'il faut changer. Il faut investir dans les soins à domicile et c'est ce que nous avons fait dès une première année. Nous avons investi 110 millions dans les soins à domicile et nous nous engageons à faire de même pour les 4 années prochaines, donc doubler le budget des soins à domicile, de faire passer de 500 millions qu'il était à 1 milliard de dollars. Et ça va permettre d'utiliser les CHSLD pour ce pourquoi ils sont conçus, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'autres options, et de pouvoir offrir les services à domicile qui sont nécessaires. Le deuxième option que nous avons, c'est d'implanter l'assurance autonomie. L'assurance autonomie, c'est de changer le mode de financement. C'est de faire en sorte que les gens choisissent là où elles veulent vieillir, là où elles veulent vivre, et qu'on leur donne les services dont elles ont besoin. Au lieu de déménager les gens d'une structure à l'autre au fil de leur perte d'autonomie, on laisse les gens choisir où elles veulent vieillir et on leur donne les services. C'est ça, l'assurance autonomie. Ça va permettre de pouvoir donner les services dont les personnes âgées, les personnes handicapées ont besoin. Ça va nous permettre de mettre de l'ordre dans le réseau privé qui donne actuellement des services en résidence, mais où il n'y a aucun contrôle, aucune évaluation. Alors nous retrouvons avec l'assurance autonomie un financement public des services à la perte d'autonomie et une gestion publique, une évaluation publique des services pour qu'on puisse contrôler la qualité des services qui sont donnés aux personnes âgées. C'est comme ça qu'on va être capable de diminuer la pression sur les CHSLD et c'est déjà commencé. En une seule année, il y a une réduction de plus de 500 personnes sur les listes d'attente en CHSLD au Québec et ça, c'est la résultante de notre investissement majeur en soins à domicile. Merci beaucoup.